Bon, je veux ce matin aborder la situation au Togo et en Afrique d'une manière générale, parce que nos propos touchent l'Afrique. Même si on parle du Togo, on parle d'abord de l'Afrique. Et il faut toujours qu'on ait ces deux perspectives en tête. À chaque fois qu'on parle du Togo, nous devons viser l'Afrique. Et à chaque fois que nous parlons de l'Afrique, nous devons viser le Togo, nous devons viser le Mali, nous devons viser le Bénin, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, quoi. Et il faut fonctionner comme ça maintenant. C'est-à-dire que nous sommes avant tout africains. Nous ne sommes pas des Togolais. C'est les Occidentaux, les Européens, qui nous ont fabriqué les enclos, les boîtes d'allumettes qu'ils appellent Togo, Bénin, Mali, tout ce que vous voulez. Mais nous, dans notre fonctionnement, nous devons raisonner en tant qu'Africains d'abord. Avant d'être des Togolais, nous sommes des Africains. Voilà. Et notre perspective doit être l'unité continentale. Donc, nous sommes des Africains. Ce matin, je veux juste aborder la question de la réorganisation sur le terrain, de la suite de la lutte politique au Togo. En tout cas, de la lutte pour la libération au Togo. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de panne. Nous sommes dans une situation de blocage, de panne généralisée, de panne sèche même. Et ça, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, même si ça peut blesser les gens, même si ça peut paraître choquant. La situation de blocage dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui au Togo n'est pas quelque chose d'étonnant. Cela n'est pas étonnant parce que nous avons pataugé dans des contradictions énormes jusqu'à présent. Nous nous sommes refusés de nous voir tels que nous sommes. Nous avons refusé d'identifier le régime tel qu'il est pour pouvoir forger les instruments et les outils qu'il faut pour le combattre efficacement. Nous pataugeons dans une confusion mentale énorme. Et ces confusions ont généré une confusion des moyens d'action. Donc, le résultat que nous avons en face de nous est tout à fait conforme à ce que nous avons déployé comme 1. Réflexion, 2. Comme instrument de combat, 3. Comme calendrier, donc agenda, et comme plan d'action. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui ont généré le résultat que nous avons aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'on s'étonne. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, et que notre peuple se retrouve dans une situation de blocage, qu'il ne sait pas où aller, il faut demander du calme. Il faut qu'on se pose. Il faut qu'on se pose et qu'on recommence à réfléchir, à remettre les idées en ordre. Donc, c'est un exercice de calme, de concentration qu'il faut en ce moment précis. Si nous continuons l'agitation, si nous continuons la course vers rien, la course vers le néant, nous allons nous essouffler davantage. Le découragement sera encore plus grand et les morts d'hier seraient plus heureux que les vivants d'aujourd'hui et de demain. Pour éviter tout ça, il faut rétablir le calme. Il faut descendre sur terre et poser le diagnostic réel de ce qui n'a pas joué, de ce qui a fait notre faiblesse, de ce qui a fait que nous avons échoué ou que nous échouons jusqu'à présent, et examiner ensuite ce que nous pouvons mettre en place
pour corriger le tir. Quand on échoue à un examen, on revient à la maison, on pleure bien sûr, mais les pleurs n'étant pas les armes, les larmes n'étant pas des armes, il faut absolument redescendre sur terre, examiner ce qui n'a pas marché, corriger ses faiblesses et repartir au combat pour revenir victorieux. C'est cet exercice-là que je voudrais qu'on fasse ce matin. Et nous allons faire cet exercice régulièrement parce que ce n'est pas une question d'un jour, d'une séance vidéo. Ce n'est pas au cours d'une seule séance de discussion que nous allons trouver la solution. Alors, il y a quelqu'un qui me dit le diagnostic, on le pose maintenant depuis 30 ans sans aboutissement. Pour moi, le vrai problème n'est pas là. Sauf que notre frère Emerson Presley, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Parce que si on pose le diagnostic, si le diagnostic vrai est posé, les solutions en découlent. Donc, permettez que nous fassions cet exercice ensemble. Donc, si vous dites que le diagnostic est posé depuis 30 ans et qu'en fait, on n'aboutit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est qu'il y a quelque chose qui doit vous interpeller. Ça veut dire que, à un moment donné, le diagnostic, est-ce qu'il est justement posé? Donc, nous sommes dans un moment de confusion totale, où chacun parle, à tort et à travers, chacun pense que toutes les idées s'équivalent, qu'il n'y a plus de hiérarchie dans les idées, et que chaque parole vaut. Donc, nous refusons de nous écouter et de faire ce qu'on appelle l'exercice de la réflexion collective. Donc, permettez que je revienne sur la question du diagnostic avant d'avancer. Je dis le diagnostic doit être posé radicalement, en ce sens que nous devons partir de notre parcours historique global en tant que peuple africain. Ça fait 3000 ans que notre peuple est en train de décliner. Ça, c'est le premier élément qu'il faut savoir. Notre peuple fut un grand peuple. Nous avons bâti une des civilisations qui jusqu'ici n'est pas égalée, c'est-à-dire la civilisation égyptienne. Mais, faute de préparation pour affronter les mauvais jours, le fait de ne pas anticiper l'histoire, le fait de penser que tous les hommes sur terre sont des frères, le fait de penser que l'homme est un remède pour l'homme, nous a dispensé de la nécessité ou du besoin d'élaborer les outils de défense qui nous permettraient de nous défendre et de défendre nos civilisations le moment venu. Nous avons bâti une civilisation, une merveilleuse civilisation, fondée sur le respect de la vie humaine, sur le partage, sur la solidarité, sur la religion, sur le respect de la nature, sur la justice entre nous. Sauf que nous n'avons pas anticipé les dangers pouvant venir de l'extérieur. Donc, l'Égypte a sombré. Et depuis que l'Égypte a sombré, les Africains ont essayé de rebâtir des choses, des civilisations, des empires, avec plus ou moins de réussite, mais jamais notre peuple n'a pu retrouver sa puissance égyptienne. Donc, ça, c'est l'élément de base qu'il faut garder à l'esprit, en toutes circonstances. Donc, il y a un déclin de notre peuple depuis 3000 ans, et ce déclin continue, faute de prévoyance des rapports que notre peuple pourrait avoir avec le monde extérieur. Deuxième élément, à partir du moment où notre peuple a décliné, nous avons assisté à l'émergence d'une élite fabriquée de toutes pièces
par l'extérieur pour assurer la domination de notre peuple, la mise à disposition de l'extérieur de ses richesses de manière permanente. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que notre peuple essaye, et c'est les périodes contemporaines, notre peuple essaye de remonter la pente en luttant aujourd'hui contre ce système qui a un double visage, c'est-à-dire incarné par un certain nombre de nos propres frères et sœurs et bénéficiant du soutien et de l'appui, de l'accompagnement des mentors extérieurs. Donc nous sommes en plein débat pour renaître. Nous sommes en plein combat pour renaître. Et ce combat-là, c'est là où le diagnostic devient problématique. Ce combat-là a des règles. Ce combat a des lois. Comme il y a les lois de l'histoire, les lois économiques existent, les lois de l'anthropologie existent, les lois des sciences sociales existent, le combat pour la libération et la renaissance d'un peuple a des lois. Il y a des lois qu'il faut connaître. Il y a des règles et des principes qu'il faut connaître et les mettre en œuvre. Si on ne connaît pas ces principes et ces règles, ce qui se passe, c'est que on échoue. C'est clair. Donc, ce sont ces règles-là que le Moltra a essayé d'élaborer et de faire connaître depuis plusieurs années. Mais, bon, des réactions comme les réactions de notre frère Amerson, que je ne blâme pas, des réactions comme celle-là, refusent de prêter oreille attentive à ce que nous disons. Et ce que nous disons, ce n'est pas des découvertes qui sont faites par nous, hein. Ce n'est pas quelque chose que nous avons imaginé. C'est à partir de l'observation des constantes et des ruptures dans l'histoire et dans le déploiement des peuples que nous tirons ces règles-là. Ce n'est pas de la magie. Donc, il faut avoir l'humilité d'écouter et non de tirer des conclusions hâtives. Ce manque d'humilité fait que nous sautons de coq à l'âne, nous sautons de situation à situation et nous oublions que ce monde-là est bâti sur des règles et des principes de fonctionnement auxquels les Africains n'ont pas participé. Donc, notre peuple est projeté de siècle en siècle, de génération en génération, de décennie en décennie, d'année en année, au jour le jour, dans un monde qui ne maîtrise pas du tout. Et quand la situation est comme ça, la première des choses, c'est de se poser calmement et de se demander qu'est-ce qui ne va pas. Et cet exercice-là, nous devons le faire au quotidien pour pouvoir ajuster nos armes, ajuster nos idées, ajuster nos outils, corriger les erreurs d'appréciation, de jugement que nous commettons et qui font que stratégiquement, nous ne répondons pas présent quand il faut répondre. Donc, l'une des premières règles d'une lutte de libération, c'est d'abord l'identification de l'idée même de la libération, de la nécessité de la libération. Ça veut dire que le combat ne peut pas être conçu comme un combat relatif à une crise politique classique. Donc nous ne sommes pas dans une situation de crise politique classique. Parce que si on est dans une situation de crise politique classique, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de créer un parti politique, on essaie d'écrire un projet politique et on essaie d'utiliser les armes conventionnelles de la politique pour aller convaincre le peuple. Pour faire quoi? Pour voter afin que le système puisse connaître ce qu'on appelle l'alternance. Voyez? Donc, la première idée fausse sur laquelle nous fonctionnons, c'est que la crise
qui est la nôtre est une crise politique classique où nous avons les États qui sont déjà constitués et qui fonctionnent sur la base des règles élaborées de droit qui doivent guider l'ensemble de la vie politique, économique, culturelle, etc., etc., de nos soi-disant États. Première erreur, premier résultat, c'est qu'on va créer des partis politiques et on va s'inscrire dans la joute politique pour conquérir le pouvoir. Alors que ce que nous avons en face de nous, ce ne sont pas des États constitués avec des principes de fonctionnement dans l'intérêt du peuple, dans la gestion des ressources, dans l'intérêt bien compris du peuple. Donc, première fausse analyse, premier résultat, création des partis politiques pour aller conquérir le pouvoir dans des cadres qui ne sont pas des cadres étatiques constitués, normalement constitués en tout cas. À partir du moment où nous avons cette fausse conception, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons demander aux partis politiques de mener le combat de libération pour nous, alors que les partis politiques ne sont pas constitués dans cette intention-là. Les partis politiques africains, ce serait trop long à faire l'historique de chacun de ces partis-là, mais globalement, partons de l'idée que, à part l'ANC en Afrique du Sud et l'UPC au Cameroun, les deux grands partis africains qui se sont constitués en dehors de la réflexion du cadre colonial et qui ont véritablement livré bataille, après il y a eu d'autres, mais les deux grands partis africains qui sont nés en dehors du cadre colonial proprement dit, ce sont ces deux grands partis-là et qui ont mené une bataille de libération véritable. Le reste, il y a eu beaucoup d'intrigues, de négociations, des histoires d'alliances, ainsi de suite, qui ont abouti à ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle dans nos enclos coloniaux les indépendances des pays africains. Donc, nous allons faussement demander aux partis politiques de mener une lutte de libération pour nous, ce qui est complètement hors de portée pour les partis politiques. Deuxième élément, constitution des partis politiques. Et troisième élément, l'analyse que ce sont les partis politiques qui vont mener la bataille de libération des peuples africains et au Togo particulièrement. Quatrième élément, c'est qu'on demande aux partis politiques de s'unir. Donc l'idée de l'unité. L'idée de l'unité pour faire quoi? Pour faire plusieurs choses. Première chose qu'on demande de cette unité, c'est de pouvoir parler d'une seule voix face aux dictateurs, face aux tyrans africains. Deuxième chose, c'est qu'au moment des élections, que ces partis politiques puissent dégager un candidat unique. Et puis, troisièmement, qu'ils puissent fédérer leurs moyens et énergie pour aller à la conquête du pouvoir et le gérer de manière unitaire. Ce qui est complètement une erreur, ou dire que c'est une erreur, c'est peu dire. Ce qui est un jugement complètement en déphasage avec la réalité. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, les partis politiques que nous avons, d'une manière générale en Afrique, n'ont pas d'idées. Les partis politiques n'ont même pas d'idées. Voyez? Les idées qu'ils ont sont complètement en déphasage avec ce qui est le problème africain, qui est un problème de continuité coloniale. Donc, les partis politiques déraisonnent, dysfonctionnent et perdent complètement le peuple dans des méandres politico-affairistes qui n'ont rien à voir avec une lutte de libération populaire. Pourtant, nous continuons, la plupart d'Africains continuent à dire
que ces partis politiques doivent se mettre ensemble pour libérer les populations ou les peuples. Ce qui est une fausse appréciation de la réalité des partis politiques. Ça, c'est le premier élément qui découle de la mauvaise appréciation de ce que sont les partis politiques en Afrique et au Togo en particulier. Donc, les partis n'ont pas d'idées. Deuxièmement, si ces partis ont des idées, ce sont des idées qui ne concordent pas les unes avec les autres. Ces gens-là ne disposent pas de la même conception du cadre dans lequel nous sommes, dans lequel nous devons opérer. Ces partis ne disposent pas d'une définition commune de l'adversaire ou de l'ennemi que nous avons en face de nous. Ces gens n'ont pas une conception commune des moyens qui doivent être mis en œuvre. Ces gens n'ont pas la réflexion stratégique commune, unitaire qu'il faut. Pendant que les uns demandent des élections, d'autres disent qu'ils veulent un soulèvement populaire, sans mettre les moyens, sans savoir quelles sont les règles qui gouvernent la conduite d'un soulèvement populaire. Ceux qui disent des élections ne savent même pas ce que sont réellement, ce qu'implique l'organisation d'élections dans un État constitué. Ils ne maîtrisent pas les mécanismes de la fraude. Ils n'ont même pas d'idée commune sur la formation que la population ou que les peuples doivent recevoir. Ils n'ont pas une idée commune sur l'organisation du peuple. Ces gens n'ont pas de destination commune partagée entre eux. Et nous pensons que si on réunit tout ça dans un seul panier, on va pouvoir obtenir un résultat extraordinaire. Ça, c'est une erreur d'appréciation grave. Donc, la question qui se pose au Togo, ce n'est pas la question de la constitution d'une unité de l'opposition, mais la question d'abord de l'idée ou bien des idées que je peux appeler des dénominateurs communs autour desquels maintenant on va réunir les gens. Donc c'est d'abord ça. Donc la question qui se pose aujourd'hui au peuple togolais, ce n'est pas la question de l'unité de l'opposition, puisque ça, on l'a fait depuis des années. On a connu le code 1, le code 2, le code 3, le code 4, ainsi de suite. On a connu les coalitions arc-en-ciel, la coalition Sauvons le Togo, des coalitions sur coalition. Et puis finalement, la coalition C14. Et chaque fois, ces coalitions se sont soldées par un échec, par la dislocation, par une désagrégation. Et en 2019, il y a des Togolais qui continuent à dire que les opposants doivent s'unir. Mais la question de l'unité, elle se pose en aval de notre déploiement. Donc la question fondamentale, ce n'est pas de réunir les poules, les coqs, les lions, les hyènes, les loups, les corbeaux, les vipères, les poissons, les lapins dans un même panier pour prétendre constituer une coalition et aller à la conquête du pouvoir. Ça, c'est une fausse appréciation de la réalité. Parce que si vous mettez toutes ces forces contraires qui n'ont même pas d'idée fédératrice, une définition commune de l'adversaire, de l'ennemi que nous avons en face de nous et une idée commune sur les moyens pour pouvoir combattre cet ennemi et le système que nous avons en face de nous, vous avez beau mettre l'ensemble de ces acteurs-là dans un même panier, l'unité débouchera sur 0. Et c'est ce que nous obtenons à chaque fois que nous nous sommes aventurés dans cet exercice qui est un exercice inintelligible en fait, parce que ne reposant sur aucun élément de réflexion stratégique commun partagé par l'ensemble de ces acteurs. Donc, qu'est-ce que vous voulez que des partis qui conçoivent le RPT qui se dit uni
comme un interlocuteur avec lequel il faut parler, pendant que d'autres conçoivent le RPT comme une bande de voyous avec qui il ne faut pas discuter, alors que d'autres encore pensent que il faut aller aux élections à tout prix pour soi-disant ne pas laisser un boulevard au RPT, tandis que d'autres disent pas d'élection du tout, qu'il faut convaincre le pouvoir dans le sens qu'il fasse d'abord des réformes avant d'aller aux élections, alors que d'autres encore disent non, il faut un soulèvement populaire, sans toutefois mettre les moyens et les idées en place pour pouvoir aboutir à ce soulèvement populaire, alors que justement d'autres disent qu'il faut continuer les marches de protestation hebdomadaires, pendant que d'autres considèrent le pouvoir comme ayant fait tous les efforts qu'il faut déjà et qu'il faut aller aux élections avec lui, pendant que d'autres disent allons chercher la CEDEAO pour venir négocier avec le pouvoir pour nous, pendant que d'autres s'affichent comme des opposants farouchement contre le RPT, d'autres vont manger avec le RPT la nuit et le jour viennent jouer aux plus grands opposants, pendant que d'autres copulent et se font corrompre par le RPT, d'autres font semblant de n'avoir jamais de couloir de transmission avec le système, avec le RPT. Et vous pensez, et les gens continuent de penser que si on met tout ce beau monde-là dans une structure unitaire, que ça va produire un résultat. Mais il faut être vraiment complètement à l'ouest pour penser un tel truc. Donc, c'est là que se situe fondamentalement l'erreur de jugement ou la naïveté d'une grande partie de ceux qui prescrivent l'unité de ces gens-là, comme la solution miracle à nos problèmes, comme la solution miracle au régime que nous avons en face de nous. Si vous mettez les gens qui n'ont pas de conception commune de l'adversaire, qui n'ont pas une définition commune de l'adversaire, de ses attributs, de sa façon de fonctionner, de sa manière de réfléchir, de ses astuces, de sa façon de se déployer, ils n'ont pas une conception commune de la destination qui doit être le leur. Il y a des gens qui ne pensent pas que c'est une question de lutte, de libération qui doit aboutir à la renaissance de l'Afrique. Ces gens ne connaissent même pas la culture africaine et ne savent pas ce que l'Afrique a produit de merveilleux dans son déploiement, de sorte que ce qui les anime, c'est l'imitation de la démocratie occidentale formelle. Mais comment voulez-vous que si on réunit tout ce monde-là dans une structure soi-disant unitaire, qu'on puisse obtenir des résultats probants? Non. Donc, la question fondamentale qui se pose à nous au Togo aujourd'hui, dans notre situation de blocage, c'est que ce blocage-là est une bonne chose en fait. Parce que ces gens que nous croyons pouvoir s'unir, en fait, ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas d'idée commune. Ils n'ont pas de définition commune, ils n'ont pas de conception, de méthode et de moyens communs pour se débarrasser du système dans lequel nous sommes. Pendant que d'autres limitent le problème à un simple problème d'alternance, d'autres pensent que l'essentiel c'est que les réformes se fassent et que eux ils trouvent leur place dans ce système, alors que d'autres pensent qu'il doit y avoir un renversement de la table pour rebâtir le pays sur d'autres valeurs, tandis que d'autres disent qu'il faut juste réformer le système pour qu'il continue. Et on pense que si on met tout ce monde-là ensemble, on va produire un résultat positif. Non. Donc le blocage tel qu'il est aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est un blocage constructif. Ça veut dire que nous devons analyser ce blocage-là et comprendre que ces gens ne peuvent pas nous libérer parce que, c'est des partis politiques qui ont leur agenda, qui ont leur calendrier, qui ont leur façon de voir les choses, qui ont leur personnalité, qui ont leurs intérêts. Et donc, si on met tout ça ensemble, ça ne peut que produire le résultat que nous avons. Et ça, l'histoire de nos pays nous a déjà renseigné là-dessus. On n'a pas besoin de faire
des schémas aux Togolais sur cette question d'unité de l'opposition. Parce que nous avons déjà connu le code 1, le code 2, d'autres coalitions qui ont fini dans la dissolution totale. Et c'est tout à fait normal. Donc si nous continuons à penser que c'est la constitution des coalitions avec des gens hétéroclites, sans idées ou avec de fausses idées qui vont nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avons tout faux. Donc, la conclusion que nous devons tirer de ce point que je viens d'évoquer, qui est la fausse idée de l'unité, c'est de mettre au centre du débat les idées. Donc, c'est d'abord autour de la clarification des idées qu'on unit ceux qui peuvent mettre en œuvre ces idées-là. Quelle est la conception? Posons-nous la question aux partis politiques, soi-disant de l'opposition, pour savoir quelle est la conception qu'ils ont du RPT. Quelle est la conception qu'ils ont des moyens que déploie ce pouvoir? Quelles sont les alliances que ce pouvoir a nouées aussi bien en interne qu'à l'extérieur pour continuer son déploiement? Quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir renverser ce pouvoir-là? Et quel est le système qu'il faut mettre en place demain? Sur la base de quel élément, de quelle appréciation historico-culturelle et économique du monde, de notre parcours en tant que peuple africain? Si vous avez une kyrielle de réponses avec des gens qui cachent bien leur jeu et qui se moquent des intérêts profonds de notre peuple, qui n'ont aucune connaissance approximative ou même pas de connaissance sur le parcours historique qu'est celui du peuple noir, pour pouvoir imaginer les instruments de sa libération et de sa renaissance, eh bien, nous ne pouvons pas mettre en avant la question de leur unité comme élément central. Donc, l'élément central ici, c'est la question des idées d'abord. C'est la question de l'élaboration des idées communes, des idées partagées par l'ensemble de ces acteurs. Et une fois que ces idées stratégiques s'imposent comme une évidence, en ce moment-là, on peut unir les gens autour de telles idées. Mais si on n'a pas encore fait ce travail de clarification des idées, de clarification stratégique, de clarification des moyens à mettre en œuvre, de clarification du système que nous voulons mettre à la place du système actuel, bien, nous ne pouvons pas concevoir l'unité d'appareil. Donc, la conception de l'unité comme l'unité d'appareil, c'est une fausse appréciation de la réalité. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans une situation où chaque fois, on se dit être déçu par les opposants, alors que ces gens n'ont pas d'idées communes en partage. Voyez? Donc, le travail fondamental aujourd'hui, c'est de poser la question de la clarification dans les idées. Si nous ne clarifions pas les idées, il est vain de pouvoir bâtir des structures qui peuvent, dans un désordre conceptuel, dans un désordre analytique, dans un désordre moral, dans un désordre des moyens à mettre en œuvre, de penser que dans ce désordre-là, nous pouvons obtenir un résultat positif, c'est que nous n'avons pas encore posé le bon diagnostic. Donc, clarification dans les idées. Ensuite, sur la base de ces idées-là, aller chercher les ressources aussi bien humaines que matérielles qui peuvent implémenter, déployer ces idées-là sur le terrain, concrètement. Donc ça, c'est la démarche méthodique qu'on doit avoir aujourd'hui. Donc si nous voulons que la lutte pour la libération de nos pays démarre, je ne dis pas redémarre, je dis démarre effectivement, avec un plan stratégique qui marche, parce qu'un plan stratégique va être confronté aux réalités du terrain et être perpétuellement adapté aux difficultés que nous avons, aux succès qu'on engrange, aux échecs qu'on rencontre. Ce plan stratégique va constamment être adapté à la situation que nous avons en face de nous. C'est comme ça que
d'autres peuples ont mené leur bataille. D'abord, imposer une conception commune, une définition commune de l'adversaire, de ses moyens, de la nécessité d'un système nouveau à construire, des éléments constitutifs de ce nouveau système à construire, ensuite de la définition commune des moyens pour y arriver, ensuite une discipline pour respecter la hiérarchie, la chaîne de commandement qui est établie. Si on ne fait pas tout ça, qu'on saute ces étapes, et puis qu'on court dans tous les sens pour penser que si on met des éléments aussi disparates, aussi controversés, aussi éloignés les uns des autres, du point de vue de la pensée même, pour en faire un outil de combat efficace, c'est que nous n'avons pas encore compris de quoi nous souffrons. Voilà les éléments dont nous avons besoin aujourd'hui pour pouvoir poser un diagnostic réel, adapté à la situation qui est la nôtre, pour ensuite construire les instruments dont nous avons besoin pour avancer. Sans cela, nous allons rester sur place, continuer à tourner en rond, être fatigués sur place parce qu'on tourne en rond, parce que nous n'avons pas d'idée directrice commune autour de laquelle nous bâtissons les instruments de la lutte. C'est ça le travail qui nous incombe. Et aussi longtemps que nous allons refuser cet exercice-là, le système, c'est tout bénéf pour lui. Le système va continuer son avancée et ne nous fera aucun cadeau. Parce que le système calcule, anticipe ses coups, planifie et attend le moment décisif pour pouvoir asséner le coup fatal, qui est le moment de la confrontation physique dans les rues. Voilà. Donc, si on a une conception commune, fondée sur un diagnostic partagé du système en place, nous allons définir un agenda qui nous est commun. Ça veut dire que pendant que d'autres parlent de révolution, d'autres n'ont pas dit élection, les autres n'ont pas dit réforme, d'autres n'ont pas dit dialogue, d'autres n'ont pas dit négociation, d'autres n'ont pas dit lobbying auprès de Paris ou des Nations Unies ou je ne sais quoi. Ça veut dire qu'on aura compris véritablement ce que c'est qu'un mouvement de libération qui a besoin de cohérence et de discipline de groupe pour pouvoir avancer. Mais si on ne pose pas ces fondamentaux, si on ne pose pas ces principes de base, on a beau courir dans tous les sens, l'échec nous rattrapera et nous continuerons à jouer au dindon sur place, à tourner en rond. Nous allons nous épuiser. Notre peuple va être fatigué, être déçu, parce que son énergie ne serait pas orientée vers les cibles précises et sur la base d'un outil de combat préalablement conçu en adaptation de ce que nous avons en face de nous comme situation. Donc c'est ça le travail qui nous incombe aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis que le blocage que nous avons aujourd'hui au Togo est un blocage constructif, est un blocage vivifiant. Il ne faut pas le concevoir comme la fin de tout, mais plutôt le début, le commencement d'une nouvelle construction. C'est plutôt le démarrage, le début d'une construction. Parce que nous aurons pris le temps maintenant de réfléchir, de voir ce qui ne va pas, de ce qui ne joue pas en notre faveur et de ce que nous avons fait faux sur l'ensemble de notre parcours pour pouvoir rebâtir un instrument plus adapté avec une discipline de groupe capable de pouvoir nous orienter vers l'atteinte de l'objectif stratégique commun fixé à la base. Et je parle de tout ceci pour dire que la situation qui est la nôtre en Afrique et au Togo en particulier n'est pas une situation exceptionnelle. Ce n'est pas quelque chose de particulier. La situation qui est celle de l'Afrique, ça a déjà existé dans l'histoire. Il y a d'autres peuples qui ont connu des situations très compliquées, difficiles, pendant des siècles et des siècles. Ces peuples, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu quelques-uns de leurs enfants patriotes qui se sont levés et qui ont élaboré des idées
de libération. D'abord, des idées autour du combat pour la libération et la renaissance de leur pays. Ensuite, ces gens se sont révélés au peuple en opposition avec l'opposition tiède, classique qui est là, qui accompagne le système en prétendant le combattre. Et ces gens ont été écoutés. C'est-à-dire que les populations ont prêté une oreille attentive à ces nouvelles idées qui arrivent et les ont propagées, ont adhéré à ces nouvelles idées, de sorte que ces idées se transforment en outils de combat. Puis, ces idées ont fait leur chemin et ont finalement renversé les systèmes politiques de domination sous lequel ces peuples croupissaient avant. Donc, si nous continuons à fonctionner avec le même logiciel qui nous a conduits dans l'impasse ou dans des impasses répétées, si nous continuons à voir au travers des mêmes hommes, des mêmes instruments, du même agenda, ça veut dire que nous n'avons tiré aucune leçon de ce que nous vivons et surtout que nous n'avons tiré aucune leçon de l'histoire, parce que l'histoire du monde regorge d'exemples à profusion de peuples qui ont connu des situations similaires. Peut-être pas dans les mêmes particularités, mais des situations semblables aux nôtres ont existé et continuent d'exister. Qu'est-ce que les peuples ont fait? Ils ont d'abord cherché à faire émerger un leadership alternatif autour duquel ils se sont réunis. Lequel leadership a cherché les éléments de la renaissance des peuples dans le panier historique, dans le parcours historique global de leur peuple pour pouvoir bâtir les instruments de leur libération et de leur renaissance. Pas en passant leur temps à dire à l'opposition tiède qui a échoué, qui ne va pas au-delà du cadre systémique tel qu'il est, en leur demandant de s'unir. Non. Il faut maintenant qu'il y ait un leadership alternatif qui soit connu, qui soit promu, qui soit soutenu, qui soit accompagné pour que de nouvelles armes soient élaborées à partir des idées nouvelles qui sont beaucoup plus en adéquation avec la situation que nous avons en face de nous. Ceci demande un changement de paradigme, un changement de conception des choses, un changement de principe de fonctionnement, une discipline, une rigueur pour faire en sorte que les nouvelles idées qui sont élaborées ne restent pas cloîtrées dans la tête de leurs auteurs, mais que ces idées-là soient connues, soient propagées et deviennent des instruments de combat. Donc, aujourd'hui, la situation que nous avons au Togo ne doit pas nous désespérer. Elle doit stimuler en nous plus de réflexion, plus de profondeur, plus d'élévation vers la recherche des causes fondamentales, des impasses dans lesquelles nous nous sommes retrouvés de manière continue. Et puis, une fois que nous aurons découvert ce qui fait notre faiblesse, tout en faisant la force du système que nous avons en face de nous, nous allons pouvoir dégager les instruments qu'il faut pour pouvoir avancer. Mais si nous continuons avec les mêmes acteurs qui fonctionnent avec le même logiciel mental, conceptuel, intellectuel, moral, spirituel, anthropologique, matériel et autres, nous allons rester sur place. Je vais donner l'exemple, et c'est l'exemple que j'ai déjà donné plusieurs fois. Les Chinois étaient confrontés pendant des siècles à une situation quasi similaire à celle que connaît l'Afrique et ses populations aujourd'hui. Pour faire court, cette situation continue jusqu'à l'émergence des patriotes réunis autour de Mao Tse-tung. Et ces gens-là ont forgé une réflexion stratégique très forte qui est réellement adaptée à la situation qui est combattue par un certain nombre d'opposants, disons classiques, jusqu'à leur avènement. Et puis ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont forgé les outils les plus adaptés au système, lesquels outils leur ont permis de combattre effectivement les seigneurs de guerre qui ont été installés et le pouvoir fantoche qui a été installé par les Occidentaux et les Japonais à la tête de la Chine. Et ces gens ont libéré leur pays.
ça a un coût. La lutte de libération a un coût énorme. Mais le leadership chinois a fait comprendre au peuple chinois les avantages que ce coût a. C'est-à-dire, les leaders chinois ont expliqué à leur population, ils n'ont pas menti sur ce que ça allait impliquer comme coût, comme sacrifice au peuple chinois s'il s'engage dans une lutte de libération pour la renaissance de la Chine. Ils n'ont pas perdu le temps à la population en lui disant allons aux élections avec Chiang Kai-shek et autres, allons aux élections, allons discuter, allons négocier, allons à Washington, allons à Paris, allons à Genève, allons dans les chancelleries occidentales russes et allons parler aux Japonais pour qu'ils desserrent l'étau de la domination dans lequel ils ont inséré le peuple chinois. Ils n'ont pas perdu du temps en faisant des théories de changement, de moralisation du système de domination qui embrigadait le peuple chinois. Ils n'ont pas raisonné en termes de diplomatie pour aller parler aux dominations occidentales qui soutenaient le pouvoir en place chinois. Ils ont construit un plan stratégique de libération qu'ils ont expliqué à leur population en lui disant ce que cela va coûter en termes de sacrifices et de larmes. Ensuite, ils ont commencé à implémenter, c'est-à-dire à déployer ce plan stratégique sur le terrain avec la foi inébranlable, avec la conviction intouchable, avec la conviction inébranlable que ce plan allait libérer leur pays et allait aboutir à la reconstruction de la Chine et à sa renaissance. Et ils l'ont fait. Ils ont constamment adapté leur plan stratégique aux difficultés qu'ils ont rencontrées sur le terrain, sans jamais dévier de l'objectif premier qu'ils se sont fixés, c'est-à-dire la libération et la reconstruction de leur pays. Donc, si nous voulons nous inscrire dans l'histoire, si nous voulons assumer nos responsabilités de manière efficace, sans fioriture, sans nous tromper, aussi bien de moyens, d'agenda que de réflexion stratégique, nous devons nous inspirer de ce que d'autres peuples ont fait. C'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas particulariser la situation que nous avons en Afrique. Il ne faut pas particulariser ce que nous vivons comme quelque chose de spécial, d'unique dans l'histoire. Non, les situations comme ça ont existé partout, y compris en Occident. Les Français ont dû se libérer à plusieurs reprises des dictatures. Les États-Unis d'Amérique sont bâtis sur une révolution, sur une lutte de libération de la domination britannique. L'Allemagne a été libérée du morcellement, de la faiblesse instaurée en son sein par les puissances de l'époque. L'Italie, la libération et la renaissance de l'Italie a été faite par Garibaldi et Cavour qui ont mené la lutte de libération de l'Italie pour ensuite conduire sa renaissance. Donc, ce qui nous arrive au Togo et en Afrique n'est pas quelque chose de spécial. Ce n'est pas spécifiquement africain. Mais c'est de partir de ce que nous vivons pour voir dans l'histoire ce que d'autres peuples ont fait quand ils ont été confrontés à une situation comme la nôtre. Et donc, le fait de particulariser la situation togolaise et africaine aboutit à quoi? À des conclusions du genre « Seul Dieu peut nous sauver » puisqu'on a spiritualisé la question, alors qu'il faut justement la rationaliser. Au lieu de dire que c'est un problème spirituel, que les hommes ne peuvent rien, seul Dieu peut nous sauver, ou bien que la situation est telle que... Et puis il y a des évêques, des prêtres qui s'engouffrent dans ça pour spiritualiser davantage la situation africaine en trompant la population, en lui arrachant le peu d'argent qu'elle a dans ses poches, en lui faisant les poches, en lui disant que la situation en Afrique, c'est une situation qui ne peut être résolue que par l'intervention divine elle-même, puis qu'il y a d'autres prélats qui viennent dire que la situation du Togo, c'est une situation spirituelle et qu'il faut expier le diable du Togo pour que la population puisse être libérée, etc., etc. Tout ça, ce sont des foutaises. Il faut remettre le rationnel
dans la situation et voir où se situent nos faiblesses pour pouvoir bâtir les instruments pour réparer ces faiblesses-là et redonner de la puissance populaire à notre population. C'est ça le défi qui nous confronte. La situation que nous vivons, c'est une situation coloniale avec des éléments constitutifs précis. Ce n'est pas une affaire de spiritualité. Ce n'est pas une affaire d'envoûtement. Non, notre peuple n'est pas envoûté. Nous sommes dans une situation où nous devons remettre le rationnel pur, basé sur une connaissance profonde de l'histoire, sur une connaissance très fine des règles qui guident les luttes de libération pour pouvoir comprendre et élaborer les outils qui nous manquent. C'est ça le défi. Le défi, ce n'est pas de courir de gauche à droite pour dire qu'on va faire des cérémonies de libération, des prières de délivrance, des veillées de prière et des choses comme ça pour soi-disant libérer notre pays et notre continent. Non. La situation, elle est une situation coloniale. Et une situation coloniale se combat en tant que telle. Il faut bâtir les instruments pour pouvoir vaincre la colonisation. Et si nous ne faisons pas ce travail-là, sur la base d'une réflexion, d'un diagnostic clairement posé, nous allons continuer à chercher midi à 14h, à nous épuiser et finalement à nous installer dans un combat d'arrière-garde qui ne va aboutir qu'à notre déchéance totale. Donc voilà quelques éléments que je voulais aborder avec vous ce matin. Donc, conclusion. Si nous voulons que la lutte pour la libération du Togo démarre effectivement, nous n'avons pas besoin d'insister chaque fois sur l'unité des forces contraires, des forces contradictoires appelées l'opposition togolaise, parce que ces gens ont des idées aussi diversifiées, aussi diverses que les couleurs de leur parti. Ils n'ont pas la même conception de l'adversaire, ils n'ont pas la même définition de l'adversaire, des moyens qu'il utilise, de ses alliances, de sa conception des choses. Ils n'ont pas une idée arrêtée sur la destination que doit engager notre lutte. Ils n'ont pas une définition commune des moyens qu'il faut utiliser, parce que certains parlent d'élections, d'autres parlent de réforme, d'autres parlent de dialogue, d'autres parlent de négociation, d'autres parlent de lobbying, d'autres parlent de diplomatie, d'autres parlent d'aller convaincre Macron à l'Élysée pour le pousser à lâcher le pouvoir, d'autres parlent de Washington, d'autres parlent de... on ne sait même pas. D'autres parlent de marche de protestation, d'autres parlent de réforme, ainsi de suite. Donc c'est une confusion totale. Et si vous réunissez la confusion dans un panier, ce n'est pas ça qui va vous donner la clarté. Donc il faut poser le débat de la bataille des idées pour qu'une idée précise s'impose, soit c'est l'idée des réformes et on travaille uniquement dans ce sens-là, soit c'est l'idée des élections et on travaille uniquement que sur ce registre, soit c'est le lobbying, on travaille uniquement que sur ce registre. En ce qui nous concerne, le Mortra, nous savons de par l'histoire que ces registres-là ne vont pas apporter la solution parce que nous sommes dans un cadre colonial. Donc notre bataille est une lutte de libération et pour la renaissance de notre peuple. Donc, les outils dont nous venons de parler tout à l'heure, élections, réformes, dialogue, négociation, lobbying, diplomatie et leurs dérivés, ne va déboucher sur quoi que ce soit, sauf à nous fatiguer. Voilà pourquoi nous prônons et nous prescrivons une lutte de libération. Mais celle-ci a des règles, a des principes. Et ceux qui doivent être en mesure de mener cette bataille-là doivent être formés à la connaissance de ces règles et de ces lois et de ces principes. Ces principes doivent être enseignés parce que autant il n'y a pas de bâtisseur sans constructeur, autant il n'y a pas de libération sans libérateur.